Bienvenue dans Planet is the Limit, le podcast d'éducation et de sensibilisation aux limites planétaires. Moi, c'est Loïc. Avec ce podcast, je vous embarque à la rencontre de scientifiques et de spécialistes qui vont nous aider à mieux comprendre l'écosystème dans lequel on vit, comprendre les bénéfices qu'il nous apporte et voir comment ça impacte concrètement notre qualité de vie sur Terre. Dans cet épisode, mon invitée, c'est Marina Lévy. Elle est océanographe et directrice de recherche au CNRS. Elle étudie le rôle clé des océans dans la régulation du climat. Les océans, pour nous, c'est souvent les vacances à la mer, les voyages. Mais avec elle, j'ai envie de revenir sur l'importance vitale des océans pour maintenir l'équilibre de la planète. Allez, c'est parti pour une interview en haute mer. Bonjour Marina, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation de ce podcast. Bonjour Loïc, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravie d'être là. Et en fait, c'est très drôle parce que juste avant l'interview, tu nous disais que tu avais demandé à une illustratrice de faire un dessin de ton parcours et qu'elle n'avait pas réussi. Et on a, pour présenter les invités, on fait toujours la même chose. Pauline nous prépare un petit dessin et elle nous a préparé ce dessin de toi que tu peux utiliser pour te présenter. Ah, génial. Madame Océan, ça me fait plaisir. Ça, c'est chouette. Chaque degré compte, ouais, ça, c'est vrai aussi. Effectivement, ça, c'est une des conclusions des rapports du GIEC. C'est de se dire qu'il n'y a pas de petit effort. Chaque effort qu'on peut faire individuellement ou collectivement, ça va conduire à quelque chose. Et je pense que ça, c'est un message qui est vraiment important. Alors oui, j'ai passé ma thèse en 1996 à Paris, c'est vrai. J'ai beaucoup travaillé au Japon entre les années 2005 et 2010, c'est vrai aussi. Son CV est long comme un banc de saumon. C'est drôle. Mais c'est pas l'influenceuse beauté de l'océan. Alors, l'influenceuse beauté de l'océan, ça, c'est une blague. C'est en fait sur mon profil LinkedIn. C'était avec ma fille. Je lui disais, ça y est, j'ai 1000 followers. Alors, elle se moque de moi. Elle me dit, mais 1000 followers, c'est rien du tout. T'es pas une influenceuse. Je lui dis, mais pas du tout. Bien sûr, je suis une influenceuse. Je suis l'influenceuse beauté de l'océan. Et elle me dit, t'es pas capable de le mettre. Et j'ai dit, bah si. Et voilà, c'est comme ça que je me suis autoproclamée influenceuse beauté de l'océan. Effectivement, je travaille sur les écosystèmes marins et la biodiversité planctonique parce qu'en fait, au début, je suis physicienne. Et donc, je travaille sur la physique de l'océan, sur les courants, etc. Et que dans l'océan, il y a un truc qui est absolument fantastique et je dirais miraculeux. C'est que la vie et les cycles biogéochimiques, ça dépend de la physique. C'est pas comme sur Terre où les arbres ils poussent et tout est fixe. Dans l'océan, il y a besoin de mouvement pour que la vie existe. Et moi, j'ai toujours travaillé à cette frontière-là qui lie la physique, le mouvement et la vie et la biodiversité. Voilà. Les jumeaux numériques océaniques, ouais. Alors ça, c'est pour dire que effectivement, je suis une océanographe et je fais tout ce qu'on attend d'une océanographe, sauf ce qu'on attend d'une océanographe, c'est-à-dire d'aller en mer. Je vais pas en mer. J'y suis allée une fois, j'ai pas accroché, je crois que j'ai pas aimé l'ambiance en mer, pour les femmes, je pense, particulièrement. Même si ça s'est beaucoup amélioré. Autant au laboratoire, ça me gêne pas d'être en minorité dans un environnement essentiellement masculin. Autant quand je suis en mer, j'ai trouvé que c'était plus désagréable et donc j'ai pas fait ça. Et donc j'ai travaillé avec plein d'autres outils. On peut observer et travailler sur l'océan sans aller en mer. Alors on peut le faire grâce à des collègues qui vont en mer. Il faut savoir qu'on a absolument besoin d'aller en mer et d'avoir des instruments en mer. Moi, je travaillais essentiellement sur des modèles théoriques et numériques. Ça veut dire c'est des équations qui sont résolues sur des ordinateurs pour comprendre comment marchent les choses. Je me suis aussi beaucoup impliquée sur l'observation spatiale de l'océan par des satellites. Et puis, je travaille aussi avec des instruments automatisés qu'on met en mer. Et donc, les données sont récupérées par satellite également. Et donc, tout ça se fait sur un ordinateur. Donc, moi, je travaille essentiellement à analyser des données, des sorties sur mon ordinateur. Donc, à Paris, voilà. L'année de la mer... Évidemment, cette année, ça a été... je continue de lire sur ce dessin. L'année de la mer, cette année, ça a été une année vraiment particulière à cause je dirais grâce à cet événement l'UNOC 3 qui a eu lieu donc à Nice en juin 2025. Depuis la COP 21, c'était
C'est donc la deuxième conférence des Nations Unies qui a lieu en France, donc 10 ans après la COP21, qui a conduit aux accords de Paris. Cette UNOC 3 a conduit aux accords de Nice. Alors, l'UNOC, c'est pas comme une COP, c'est-à-dire que c'est pas contraignant, c'est des engagements qui sont non contraignants. Néanmoins, ça a été pour la France un moment très important, et puis ça a été au niveau international un moment très important, mais je dirais pour la France en particulier, parce qu'on était co-organisateur avec le Costa Rica, et donc l'année 2025 a été déclarée, là cette fois-ci pour la France seulement, année de la mer, avec beaucoup d'événements, beaucoup de programmation autour de la mer, pour sensibiliser les gens aux enjeux qui sont liés à la mer et à l'océan. Tu disais que cet événement-là, c'était le 3 fois plus gros, c'est ça, que ce qui se déroule habituellement. C'est vrai qu'on en a entendu beaucoup plus parler que l'UNOC 1 ou l'UNOC 2. Alors, c'est le troisième, effectivement, et ça a monté en puissance, c'est un peu normal. Hein. Et une des conclusions de une des conclusions positives de cette conférence, c'est qu'il fallait obtenir 60 ratifications de pays, ça c'est des trucs juridiques, hein, pour que le traité rentre vraiment en application. On n'en est pas à 60, mais on a 60 promesses. Donc normalement, à la prochaine Assemblée des Nations Unies qui va avoir lieu en septembre 2025 à New York, le traité de la haute mer va pouvoir être entièrement ratifié et passé en œuvre, ce qui va conduire à la première COP de l'océan, qui devrait avoir lieu en 2026. Et là, ça serait un événement encore plus important parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la différence entre cette conférence et une COP, c'est que là, c'est pas contraignant. Et donc là, on va avoir la première COP qu'on attend maintenant avec impatience pour avoir des engagements un peu plus contraignants. Et justement, du coup, le thème de cet épisode, c'est évidemment les océans. On a discuté aussi avant, tu disais, tu regardais les limites planétaires, tu dis, mais en fait, les océans, c'est lié à toutes ces limites. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer pourquoi c'est si important, ces océans, et comment ça nous impacte concrètement dans notre vie de tous les jours? D'accord. C'est vrai que quand on dit l'océan va mal, l'océan n'a jamais été aussi mal, etc., en général, la réaction qu'on a, c'est que les gens se disent « Ah oui, c'est triste, etc. » Mais en fait, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, sauf si, parce qu'en fait, je crois qu'il y a beaucoup de gens, dans leur esprit, confondent ce que moi j'appelle l'océan et ce que les gens appellent la mer. Mm-hmm. La mer, c'est cet objet où on va en vacances, on fait du sport, on fait de la navigation, éventuellement on va faire un peu de plongée sous-marine. C'est lié à des loisirs, c'est lié à de l'imaginaire, à de la poésie, éventuellement à des peurs. Les gens ont peur d'aller nager en eau profonde, des choses comme ça. Mm-hmm. Mais ça reste une vision très, je dirais, petite. C'est-à-dire qu'on voit le bout de mer qu'on voit. Alors que l'océan, en fait, c'est 70% de la surface de la planète. Bon, ça veut dire que c'est grand. C'est 3,5 km de profondeur en moyenne, hein, avec des pics à 11 km. Donc c'est énormément d'eau. Malgré tout, même si c'est énormément d'eau, on appelle ça, en physique, on appelle ça une couche mince, parce que par rapport au rayon de la Terre, c'est quand même petit. Mais malgré tout, c'est une énorme quantité d'eau. Et l'eau, ça a des propriétés qui sont thermiques, hein, qui sont importantes. Ça peut contenir beaucoup de chaleur. Et cette eau, on en a parlé un peu tout à l'heure, elle joue aussi des rôles importants sur les cycles biogéochimiques. Donc l'océan, c'est pas que la mer, c'est aussi un élément, en fait, hein, qui va complètement réguler le climat et la vie sur Terre. Et le cycle de l'eau sur Terre à l'échelle planétaire. Et c'est un élément physique. Et c'est ça. C'est comme une espèce d'énorme machine thermique qui va redistribuer, par exemple, la chaleur. La Terre reçoit de la chaleur du Soleil et reçoit plus de chaleur à l'équateur qu'au pôle. S'il n'y avait pas l'océan, s'il n'y avait pas l'atmosphère, hein, la différence de température entre l'équateur et les pôles, il serait beaucoup plus élevé que ce qu'il n'est grâce à l'océan, parce que l'océan apporte de la chaleur vers les pôles. L'atmosphère aussi apporte de la chaleur vers les pôles, grâce à sa circulation, grâce à ses courants, qui sont mis en branle par les vents. Donc il y a une interaction entre l'atmosphère et l'océan. Et puis, il y a aussi le cycle de l'eau qui joue, parce que toute l'eau, en fait, sur Terre vient de l'océan.
Les pluies, c'est de l'eau d'océan qui s'est évaporée. Les calottes de glace qui fondent vont dans l'océan. Tous les fleuves finissent dans l'océan. Donc tout ça, c'est un énorme cycle. Donc le carbone, l'oxygène, l'eau, l'énergie, tout ça, ça transite par l'océan. Et c'est une machine. Et quand on dit l'océan se dégrade, ce que ça veut dire, c'est deux choses. Premièrement, ça veut dire que cette machine, elle ne fonctionne pas aussi bien qu'avant. Alors ça veut rien dire en fait quand j'ai dit ça, parce que la machine, elle n'a pas toujours fonctionné de la même façon. Mmh. Parce qu'il faut voir que la Terre, elle a, comme j'ai dit, 4,5 milliards d'années. Donc il y a eu plein de fonctionnements différents de cette machine. Et il y a le fonctionnement, je dirais, contemporain, qui a permis l'émergence de la vie humaine et de nos civilisations. Et je crois qu'il ne faut pas confondre les deux. Parce que quand on parle de limites planétaires, c'est très anthropocentré. Ouais. On parle de limites pour notre vie et pour la vie telle qu'on la connaît. Voilà. Donc, la Terre, l'histoire de la Terre et l'histoire de la vie sur Terre est complètement sortie de ses limites planétaires plein de fois au cours de son histoire. C'est quand même très récent qu'on soit à l'intérieur de ces limites planétaires. C'est néanmoins important parce que c'est ce qui a permis le développement de la vie, des sociétés telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et donc, ce qu'on souhaite, l'humanité souhaite, c'est de préserver tout ça. Et pour ça, l'océan qui sort de son fonctionnement, qui a permis ces conditions d'émergence, c'est inquiétant. Donc ça, c'est inquiétant pour nous, parce que c'est une grosse machine qui permet tout ça, le climat et puis après, c'est inquiétant pour la vie marine en elle-même. Alors ça, on peut se dire, qu'est-ce qu'on s'en fiche des étoiles de mer ou des oursins la réponse, elle est un peu plus complexe, c'est qu'effectivement, sur Terre, tout est lié. Donc l'équilibre de la planète, on est tous interdépendants, les écosystèmes sont liés. Donc si on touche à un bout des écosystèmes, ça va affecter de proche en proche le reste de l'écosystème et in fine le climat, mais surtout in fine les hommes, parce que l'océan, c'est une énorme ressource alimentaire pour l'humanité. Et c'est une ressource alimentaire, les protéines animales qui ne cessent de croître. On est entre 100 et 150 millions de tonnes de produits animaux de la mer consommés par an actuellement. Donc c'est vraiment énorme et ça met une grosse pression sur l'océan. Et voilà, donc c'est pour ça que vraiment l'océan, ça lie tout ça. Et quand on parle justement quand on regarde les limites planétaires, une qui est vraiment très liée, qui parle des océans, c'est l'acidification des océans. Ça signifie quoi en fait ? Quel est l'impact de cette acidification sur les océans ? Alors, l'acidification de l'océan, c'est un phénomène qui est lié au fait que l'océan, c'est un puits naturel du CO2 qu'on émet dans l'atmosphère de manière anthropique, c'est-à-dire par nos émissions, donc combustion d'énergie fossile. L'océan a absorbé, il nous a rendu ce service, il a absorbé 1/4 de nos émissions de CO2 excédentaires. Et le CO2, c'est un acide. Et donc, une fois qu'il est dissous dans l'eau, il acidifie l'eau. Ce que ça fait, c'est que ça change le pH de l'eau. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, on étudie le pH quand on est au collège et au lycée. On a ce petit truc, un petit bâton là, coloré qui... Et voilà, donc le pH de l'océan, c'est important. Donc, il devient plus acide. Et comme il est plus acide, il y a un certain nombre d'organismes, en particulier les coques, les moules, tous les organismes qui ont des coquilles un peu calcaires, et puis des petits micro-phytoplanctons aussi, qui sont des algues microscopiques, qui ont plus de mal à produire leurs coquilles calcaires. Et donc, ces espèces-là sont mises à mal, en fait, par cette acidification. Mais franchement, honnêtement, pour moi, l'acidification, c'est un problème, mais ce n'est pas le plus gros problème de l'océan. Le plus gros problème de l'océan, c'est son réchauffement. Et ça, c'est aussi lié au fait que c'est associé complètement au réchauffement climatique anthropique, d'origine anthropique.
C'est-à-dire que l'océan nous a aussi protégés. De la même façon qu'il a absorbé 25% de CO2, il a absorbé 90% de l'excédent de chaleur lié à l'excédent d'effet de serre. Oui. Et ça, c'est parce que la capacité calorifique de l'océan est bien supérieure à celle de l'atmosphère. Donc, en fait, toute la chaleur, elle est piégée dans l'océan. Et en piégeant cette chaleur, il se réchauffe. Et là, l'océan a réchauffé de 1 degré dans ses eaux de surface. Et on mesure même des températures plus chaudes, jusqu'à 1000, 2000 mètres de profondeur. On voit ce qu'on appelle ce signal anthropique à l'intérieur de l'océan. Et ça, vraiment, l'impact sur les écosystèmes, il est beaucoup plus important à l'heure actuelle que l'acidification. L'acidification, c'est un risque, alors que là, c'est vraiment déjà catastrophique. On a été, en 2024, il y avait le 4e plus grand événement de blanchiment de coraux observé. Et ça, c'est lié aux canicules marines qui sont de plus en plus fréquentes avec le réchauffement. C'est quoi les canicules marines ? C'est comme les canicules terrestres. C'est-à-dire que le réchauffement sur Terre, on a une augmentation moyenne de la température, mais on a aussi une augmentation des événements extrêmes, une augmentation des canicules, ou des étés où on a très chaud. Et dans l'océan, c'est pareil. Il y a une augmentation du nombre de moments où l'eau est beaucoup plus chaude que la normale. On l'a vu en Méditerranée ces derniers étés, où l'eau était à 30 degrés pendant plusieurs semaines. On l'a vu en Atlantique, on a vu au large de l'Irlande, on a vu des eaux super chaudes. Et ça, c'est catastrophique. Ça tue les écosystèmes, vraiment. Et là, les effets, ils sont tangibles, ils sont déjà mesurables. Alors, est-ce qu'on peut parler de limite? Quand on dit ça, moi, je dis, je sais pas ce que c'est qu'une limite. En fait, la situation, elle ne cesse de s'aggraver. Moi, je vois plutôt ça comme une exponentielle, c'est-à-dire une aggravation qui s'accélère, que comme une limite, parce que des limites, on en a... les accords de Paris, par exemple, ce fameux 1,5 degré, c'est une limite, on est en train de la dépasser. Vous voyez bien que le monde n'est pas en train de s'écrouler. Par contre, il y a de plus en plus de catastrophes. Donc, c'est pas une limite et puis après, tout s'écroule derrière. Et pour l'océan, c'est pareil. C'est des changements qui sont de plus en plus rapides. Alors, effectivement, on parle d'un certain nombre de points de bascule, mais de points de bascule sur le système physique. Et c'est un peu compliqué parce que moi, je vois plutôt ça comme une continuité. Ouais. On en a parlé dans le cadre d'un autre épisode. On parlait plutôt de... Parce qu'en fait, le mot de limite, c'est une mauvaise traduction française du mot boundaries, parce qu'en anglais, c'est planet boundaries, donc c'est les frontières. Et ce qu'on discutait, c'était un sujet intéressant de dire que finalement, quand tu passes une frontière, quand tu passes la frontière de la France à l'Allemagne, c'est différent d'avant, mais c'est pas forcément problématique. C'est juste qu'on rentre dans un monde qui devient imprévisible et comme tu dis, qui a un impact sur l'accroissement du nombre de catastrophes. Parce que si on prend concrètement les exemples que tu as mentionnés, donc le réchauffement des océans est visiblement le gros problème. Et je vois 3 conséquences, il y en a peut-être plus, mais donc il y en a une, c'est que en fait, c'est le régulateur thermique de la planète. Donc j'ai envie de dire, est-ce que c'est correct de dire que si l'océan se réchauffe, on risque d'avoir de plus en plus de canicules et de fortes chaleurs sur la planète? Est-ce que c'est ça la conséquence directe? J'en vois une autre, c'est... forcément, les glaciers ne vont pas tenir le coup dans une eau qui se réchauffe, et donc il y a potentiellement une augmentation du niveau de l'eau, et donc des ravages à prévoir sur les côtes, tout ce qui est côtes et villes qui sont côtières. Et puis je me posais aussi la question, est-ce que ça a aussi un impact sur le cycle de l'eau? C'est-à-dire, est-ce que le fait que l'océan se réchauffe, est-ce que ça a un impact sur les précipitations qu'on a de pluie sur les parties terrestres? Est-ce que c'est ça les 3 conséquences qu'on voit Alors, tu as dit beaucoup de choses. Ouais. Donc, reprenons déjà la frontière France-Allemagne. Ouais. La frontière France-Allemagne, je pense qu'il y a un truc j'aime bien cet exemple parce que c'est une frontière complètement artificielle.
c'est l'homme qui a décidé qu'il y avait une frontière là. D'ailleurs, pendant longtemps, ils n'ont pas été d'accord sur la position de la frontière. Mais donc, dans le système physique, est-ce qu'il y a des frontières ou est-ce que c'est l'homme qui artificiellement décide de dire « Ah, bah ça, boundary, il ne faut pas dépasser là ». Là encore, c'est quelque chose de relativement artificiel par rapport à quels critères. Donc, voilà, moi, c'est ce qui me gêne un petit peu dans cette idée de boundary, de frontière. Moi, je trouve qu'en fait, il y a une espèce, dans le système physique, il y a une continuité. On est sorti d'un système à l'équilibre. On en est déjà sorti, en fait. Donc, les frontières, on peut dire qu'on les a dépassées. Elles sont dépassées, oui. Toutes, enfin, je veux dire, à partir du moment où on n'est plus dans l'état pré-industriel, c'est-à-dire avant 1850, avant le moment où l'homme a commencé à vraiment agir sur la planète, à partir du moment où on est sorti de cet état d'équilibre, on était dans un état qui était à l'équilibre. À l'équilibre, ça veut dire que le cycle de l'eau, il y avait une variabilité naturelle du climat, il y avait des années plus chaudes, des années plus froides, il y avait des cyclones, il y avait déjà des événements extrêmes. Mais en moyenne, quand on faisait une moyenne sur 10 ans, sur 20 ans, sur 100 ans, la moyenne, elle restait constante, stable. Et là, quel que soit le paramètre qu'on regarde, c'est plus stable. Donc, on est sorti de ça. Voilà. Donc, ça c'est la réalité scientifique, mesurable, qui a un sens. Les limites planétaires, c'est des concepts comme la frontière France-Allemagne, c'est un concept qui est mis par l'homme, mais il n'y a pas de réalité physique tangible, je dirais, associée à ça. On décide qu'au-delà de tel seuil, ça ne va pas. Mais c'est une décision, ça repose sur une décision. C'est une décision de gestion du risque, c'est-à-dire qu'on considère que le risque est plus important d'instabilité à partir du moment où on dépasse cette frontière. Exactement, exactement. Alors, pour en revenir aux conséquences du réchauffement de l'océan, c'était ça ta question. Ouais. Alors, le deuxième... Alors, effectivement, une des conséquences du réchauffement, c'est l'élévation du niveau de la mer. Le niveau de la mer s'est déjà élevé de 23 cm depuis qu'on le mesure précisément. 23 cm, c'est en moyenne, parce que c'est très variable régionalement. 23 cm depuis 1901. C'est énorme, 23 cm. Et il continue d'augmenter. Et en gros, on sait de combien il va continuer d'augmenter dans les 20-30 prochaines années, parce qu'il y a une espèce d'inertie du système. Et ce qu'on ne sait pas, c'est de combien il va augmenter à la fin du siècle, c'est-à-dire dans 70-80 ans. L'augmentation du niveau de la mer, il est lié à deux choses, à peu près en proportion égale. La première chose, c'est que les eaux les plus chaudes, elles se dilatent et donc elles occupent plus de volume. Et ça compte pour la moitié de l'augmentation du niveau de la mer. Et la deuxième, tu l'as dit, c'est la fonte des calottes glaciaires, Groenland et puis l'Antarctique, et également la fonte des glaciers sur Terre, qui vont produire de l'eau douce qui va arriver dans l'océan. Et là, c'est la moitié de l'élévation actuelle, c'est lié à ça. Donc effectivement, le réchauffement climatique conduit à la montée du niveau de la mer. Et donc, par exemple, comme on sait sur les 10 ou 30 ans qui viennent, est-ce que c'est déjà problématique ce qu'on prévoit dans les 20 prochaines années Il y a déjà des municipalités qui s'adaptent. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que l'élévation du niveau de la mer, ça se conjugue avec d'autres choses. Ça se conjugue souvent avec l'affaissement des sols. L'affaissement des sols, c'est lié à deux mécanismes. Premièrement, on va utiliser du sable, et donc ça va s'affaisser. Et puis, on utilise aussi des nappes d'eau souterraines. Et là aussi, ça va conduire à l'affaissement des sols. Et dans des villes comme Jakarta, en Indonésie, ou en Asie en particulier, il y a beaucoup de ces phénomènes d'affaissement. Et là, les maires, les municipalités commencent à déplacer... carrément pour Jakarta, c'est la ville entière qui est envisagée d'être déplacée. En France, aux Pays-Bas, il y a des mesures qui commencent à être mises en place de protection. Et puis, dans les îles du Pacifique, qui sont les personnes qui sont les plus exposées à l'élévation du niveau de la mer, là, c'est là où ça pose le plus de problèmes, parce que certaines îles ont des reliefs, et donc ça permet que les populations se déplacent vers les hauteurs. Mais pour certaines îles qui sont vraiment plates, l'île va disparaître et ça va donc demander des relocalisations de populations ailleurs. Donc oui, c'est
c'est un problème qui est déjà là et qui est déjà abordé. Il y a eu à Nice la semaine dernière le sommet sur les villes côtières où donc qui était copiloté par la maire aux États-Unis, comment ça s'appelle, la Nouvelle-Orléans, qui est une zone qui est particulièrement affectée à la fois par les désastres naturels, par l'augmentation des cyclones aussi. Et donc, tous ces maires de villes côtières ont formé une coalition justement pour pouvoir réfléchir ensemble à s'adapter à l'élévation des eaux et à l'augmentation des catastrophes naturelles. Alors, la deuxième question, pour passer donc à ton deuxième point, c'est effectivement l'augmentation de la température des eaux. C'est associé à des cyclones plus intenses, parce que pas forcément plus nombreux, mais ce que les résultats scientifiques montrent, c'est que ces cyclones sont plus intenses. Donc, ils vont puiser leur énergie dans ces eaux plus chaudes. Ça va renforcer leur force, donc ça fait plus de dégâts matériels. Mmh. Et puis, effectivement, des canicules marines qui sont plus intenses, avec là des conséquences sur les écosystèmes marins. Voilà. Et alors, ton troisième point, c'était quoi ? Sur la température, je me demandais si ça a influencé la température aussi terrestre. C'est-à-dire le fait que l'eau, les océans sont moins capables d'absorber l'excédent de chaleur. Est-ce que ça fait que, on a l'impression que chaque année qui passe, il fait de plus en plus chaud. De toute façon, chaque année qui passe, il fait de plus en plus chaud. Et ça, c'est lié aux émissions de gaz à effet de serre. Et il faut comprendre que le système climatique, le climat, comprend l'océan. L'océan, c'est un des acteurs du climat. Mmh. C'est l'acteur lent du climat. Donc, on appelle ça l'acteur lent parce que c'est lui qui va déterminer comment le climat évolue sur des échelles de temps plus longues. C'est-à-dire, c'est pas instantané l'effet de l'océan sur le climat. C'est plutôt au bout de 5-10 ans que ça se ressent. Souvent, les gens disent est-ce que le Gulf Stream va s'arrêter Alors, le Gulf Stream, c'est un courant de surface, il ne va pas s'arrêter, mais il fait partie de tout un système de courants qui redistribue la chaleur de l'équateur vers les pôles, comme je l'ai dit. Mmh. Et ce mécanisme-là, il est en train de ralentir, et on craint qu'il ralentisse. Et qu'il ralentisse pourquoi ? Parce que la fonte des glaces, en fait, a un effet qui est de produire de l'eau douce. Et cette eau douce, elle gêne la plongée des eaux, parce que les eaux douces sont plus légères que les eaux salées. Elle reste en surface. Et donc, ça ne peut pas plonger. Et comme ça ne peut pas plonger, ça emmagasine moins la chaleur en profondeur. Donc, ça freine tout ça. Donc, ce que ça fait, c'est que ça a tendance à peut-être augmenter les contrastes de température entre l'équateur et les pôles. Mais les effets climatiques de l'océan, ils sont très complexes. Oui, et le dernier sujet, est-ce que finalement, l'augmentation de la température des océans influence aussi les pluies dont on a besoin, en fait. S'il ne pleut pas, on manque d'eau. Et donc, est-ce que ça a aussi une influence sur... Mais bien sûr, mais tout est lié. Ce que je veux dire, c'est que ça me gêne à chaque fois quand tu dis l'océan, comme si l'océan, il agissait dans son coin et l'atmosphère dans son coin. Non, tout est lié. En fait, tout est lié. Donc, le cycle de l'eau, ça passe par l'océan. Donc, forcément, le changement du cycle de l'eau associé au changement climatique, c'est forcément lié à l'océan. C'est pas un acteur séparé du reste. Ouais. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Ça fait partie d'un tout. Et l'eau, il y a de l'eau dans l'océan. Donc l'eau, effectivement, plus il fait chaud, plus l'eau s'évapore, plus elle va aller pleuvoir ailleurs. Une fois qu'elle s'est évaporée, l'atmosphère se charge d'eau et puis ça va pleuvoir. Et ça veut dire des pluies plus intenses aussi Mais des pluies plus intenses, c'est ce qu'on commence à observer. Plus d'inondations. Là, on voit ça quand même déjà beaucoup dans la presse. Il y a eu plusieurs catastrophes près de chez nous. Là, en Espagne aussi. En 2024, en Espagne aussi. Alors, qui sont liées à la fois à des conditions météorologiques qui s'emballent et puis à une mauvaise gestion des sols, du ruissellement, etc., qui a été mal anticipée. Une des questions qu'on aimerait bien aborder ici dans le cadre du projet, c'est comprendre un peu comment nous, en fait, on impacte ces changements. C'est quoi les comportements qui font... On en a parlé, on utilise de plus en plus de CO2. Est-ce qu'il y a d'autres choses
on émet de plus en plus de CO2 à cause de l'utilisation des énergies fossiles, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui impliquent qu'on a un impact si négatif sur les écosystèmes, dont les océans? Bah oui, parce que là, on n'a parlé que du climat jusqu'à maintenant, alors qu'il y a énormément d'autres pressions humaines sur l'océan. Alors, le climat, effectivement, c'est le CO2, donc la façon dont on l'impacte, c'est franchement en faisant tout ce qu'on fait pour vivre. C'est en mangeant, en se déplaçant. Toutes nos activités, en fait, produisent du CO2. Et ça, il faut en être conscient et je pense que quelque chose qui est vraiment important, c'est de mesurer son impact. Il y a beaucoup d'outils maintenant qui sont à disposition pour mesurer son impact carbone et pour se rendre compte quelles sont nos activités qui produisent le plus et qu'on pourrait éventuellement réduire. Et pour ça, il faut vraiment faire son propre bilan carbone. En France, il y a l'ADEME qui fait ça très bien, qui a mis un outil super en place, qui montre à quel point manger de la viande, par exemple, ça produit du carbone. Évidemment, prendre l'avion, prendre sa voiture, mal isoler son logement, le chauffage, voilà. Toutes ces choses-là, à l'échelle individuelle, c'est ce qui produit le plus de carbone. Et après, l'océan, il est aussi affecté par la pollution. Toutes sortes de pollutions. Déjà, la pollution plastique. En fait, l'océan, c'est le réceptacle de tous les excès humains. Parce qu'en fait, tout arrive à l'océan tôt ou tard. Alors, le CO2, ça arrive dans l'océan, mais aussi par les fleuves, en fait, tout va se déverser dans l'océan. Donc, la quantité de plastique qu'on produit, je crois elle a été multipliée par 50 en 50 ans. Enfin, je crois que c'est des chiffres qui sont juste incroyables. Et il y en a une bonne partie, pas tout, loin de tout, au contraire, mais il y en a une bonne partie qui arrive dans l'océan, à la fois sous la forme de macroplastiques, c'est-à-dire... Alors, des filets de pêche, par exemple, c'est une partie, mais aussi, moi j'ai vu sur la plage des vieilles tongs ou des bouteilles d'eau, ou plein de trucs, vous imaginez, des bouteilles de lessive, voilà. Mais ça, c'est ce qu'on voit, c'est les macroplastiques qui vont arriver dans l'eau et qui, là, vont se dégrader, et qui vont, en même temps, pouvoir fixer sur eux des petites bactéries qui vont se développer. Et une fois que ça va se dégrader, ça va être ingéré par les poissons qui vont avoir ça dans leur estomac avec ces bactéries. Et quand c'est des poissons comme des sardines ou des mollusques que nous, on va ingérer derrière et qu'on va ingérer avec leur estomac parce que ça reste dans leur estomac. Donc ça fait tous des pathogènes qui sont néfastes pour la santé humaine. D'autres types de pollution, l'agriculture, ça va déverser des engrais dans les eaux côtières. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça fait des proliférations d'algues sur les côtes. On voit ça en Bretagne, beaucoup. Les marées vertes, les marées rouges. Avec des proliférations qui vont ensuite envahir les plages, qui puent. Ça pue l'œuf pourri. On ne peut plus aller sur la plage. Et là encore, non seulement c'est pas bon pour le tourisme, évidemment, et puis ça dévalorise les endroits, mais en même temps, c'est aussi pas bon pour la santé, parce que c'est des gaz qui sont toxiques. Et puis après, il y a toutes les pollutions chimiques, les médicaments qui arrivent dans l'eau et qui sont pas filtrés, qui sont mal filtrés, parce que on n'arrive pas à filtrer à ce niveau-là et qui vont modifier les écosystèmes. Donc ça, c'est deuxième volet. Donc il y avait le volet climat, le volet pollution, et puis le troisième volet, c'est le volet. Il y a plus que 3 volets même. Le troisième volet, c'est le volet surexploitation des ressources. Aujourd'hui, presque 40% des stocks de poissons sont exploités à des niveaux non durables. Ça veut dire quoi, niveau non durable ? Ça veut dire qu'on les pêche plus vite que le temps qu'ils ont de se renouveler. Donc ça s'écroule sur 40% des stocks de poissons. Alors, c'est pas vrai pour tous les stocks de poissons. Il y a énormément d'efforts qui sont faits. La France a fait beaucoup d'efforts. Donc, et ça a permis de sauver un certain nombre d'espèces de la disparition. Mais néanmoins, à l'échelle mondiale, ça reste quelque chose de très important. Il y a la pêche illégale aussi, non reportée, non réglementée, qui a été un des gros sujets de l'UNOC, qui est le fait que, effectivement, on met des quotas. Il y a certaines personnes qui respectent ces quotas, mais à côté de ça, il y a
des voleurs de poissons qui sont là et qui vont complètement bouleverser les écosystèmes en allant pêcher, par exemple, au large du Sénégal. Les stocks sont en train de s'effondrer. Et ça, c'est parce qu'il y a des énormes navires de pêche industriels qui pillent littéralement l'océan. Donc, pour lutter contre ça, ce que les chercheurs préconisent, c'est la mise en place d'aires marines protégées. Ces aires marines, c'est des aires marines où, normalement, la pêche devrait être interdite et les activités humaines devraient être interdites pour permettre aux poissons de se développer, de vieillir, de faire des petits et de renouveler ces stocks. Mais on est loin de ce qu'on attend et de ce dont on aurait besoin au niveau des aires marines protégées. En France en particulier, mais également à l'échelle mondiale. Alors, on est passé de 8,3% à un engagement à 11% de la surface des océans en aires marines protégées durant l'UNOX. C'est largement insuffisant. L'objectif, c'est 30%. Et ce qu'il faut voir, c'est que sur ces 11%, il y en a encore une bonne partie qui sont déclarées comme étant des aires marines protégées, mais dont la protection est largement insuffisante. Donc, on est très en delà du compte. Alors, il y a un autre problème en dehors du quota, c'est ce qu'on appelle les pêches accidentelles. C'est-à-dire, il y a certaines techniques de pêche qui vont être très destructrices pour les écosystèmes parce que ça va prendre des espèces comme les tortues, les requins, les raies. Faut savoir qu'un quart des tortues et des requins et des cétacés, les espèces sont menacées d'extinction et en grande partie à cause des activités humaines, des collisions avec les bateaux, de ces pêches accidentelles. Il y a eu aussi la question de la pêche qui va ratisser les fonds marins, la pêche au chalut, qui est une pêche qui est particulièrement destructrice de l'écosystème. Et là, voilà, par rapport à ça, je pense que le consommateur, surtout qu'en France, on a la chance, quand on va au marché acheter du poisson, de savoir quelle technique de pêche a été utilisée. Donc, on peut choisir ce qu'on mange. Et ça, c'est une façon d'agir. Donc, pour le consommateur, je dirais, faire attention à son bilan carbone, faire attention à ce qu'on mange, faire attention à la façon dont on pollue, faire attention également à le tourisme. On a vu l'essor du tourisme. C'est quelque chose qui a été discuté à l'UNOC. L'essor du tourisme et puis l'essor du tourisme balnéaire. C'est-à-dire que l'essentiel du tourisme, c'est pour aller à la mer, avec un tourisme qui est souvent non durable, grosse utilisation des capacités en eau, destruction des écosystèmes naturels pour la construction d'infrastructures touristiques, de ports de loisirs, etc. Donc, tout ça qui s'est développé de manière exponentielle, ça a été très, très dévastateur. Donc là encore, je pense que le consommateur a son rôle à jouer en consommant de manière consciente, je dirais. Et au niveau du coup collectif ou entreprise, est-ce qu'il y a des choses, parce que bon, évidemment, par exemple, moi je me dis surveiller 30% de l'espace des océans, c'est un espace qui est gigantesque, ça demande beaucoup de moyens, ou peut-être qu'on peut les surveiller, tu disais tout à l'heure, par l'utilisation des satellites, mais je me dis, au niveau collectif, c'est vrai que surveiller ça, ça doit être colossal. Je ne sais pas quels sont les moyens mis en œuvre pour surveiller. Alors, moi, je suis moins spécialiste de ça, vraiment, de la surveillance de l'océan. Ça, il faut demander plutôt à la Marine nationale. Mais ce qui se passe, c'est que, par exemple, en France, on dit que la France, c'est la deuxième puissance maritime mondiale parce qu'elle possède la deuxième zone économique exclusive. Alors, qu'est-ce que c'est la zone économique exclusive ? C'est les 300 kilomètres à partir du bord dont on est responsable. Et ensuite, il y a la haute mer qui constitue le reste. Donc, 66% de l'océan, c'est la haute mer. Et ça fait à peu près 50% de la planète. Donc, le traité de la haute mer qui a été discuté à Nice, ça concernait la protection, en fait, de ces 50% en haute mer et comment on allait faire et est-ce qu'on allait développer des aires marines protégées en haute mer, etc. Donc, ça, c'est des sujets qui sont en train d'être lancés. Maintenant, les sujets qui sont déjà d'actualité, c'est les protections des zones économiques exclusives. Alors, la France est la deuxième puissance mondiale.
grâce à ces outre-mer. Parce qu'en fait, la plupart de ces eaux sous juridiction nationale, elles sont en outre-mer. Mais déjà en métropole, donc on a la façade atlantique et la façade méditerranée. En France, on a largement les moyens de surveiller nos façades. Tous les moyens sont déjà existants pour le faire. Et après, c'est juste une question vraiment de régulation et d'application, en fait. Mais de décision politique, surtout. Et là, le citoyen a vraiment tout son rôle à jouer dans la discussion, dans ce dialogue politique, pour pousser ou pas au développement de ces aires protégées, s'il pense que c'est un sujet qui est important ou pas. En tout cas, de ce qu'on a discuté aujourd'hui, c'est un sujet important. C'est un sujet important parce que c'est un sujet important pour les pêcheurs, surtout, et pour notre alimentation basée sur les produits de la mer. La pêche pourrait s'effondrer au bout d'un moment si on ne prenait pas soin de nos eaux territoriales. Et c'est un petit peu toute l'ambiguïté de la question, c'est que les personnes qui s'opposent le plus à ces aires protégées, c'est les pêcheurs, parce qu'ils ont besoin d'aller pêcher pour vivre, et en même temps, c'est eux qui en bénéficieraient le plus. Donc c'est une situation un peu compliquée. Parce qu'en fait, il faut trouver des subventions, il faut trouver un mode de transition, en fait, pour toutes ces activités-là, pour toutes ces personnes-là. Et c'est cette transition, et c'est comme dans tous les domaines, c'est la transition qui est difficile. C'est la transition vers moins de pollution, c'est la transition vers moins de carbone. Donc c'est cette transition qui reste à inventer. Et inventer cette transition, elle se fait au niveau individuel, elle se fait au niveau politique, et elle se fait au niveau des entreprises. Mais transitionner, ça veut dire changer. Et souvent, les gens sont pas tellement pour le changement, parce que le changement, ça fait peur. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir confiance que la transition ne peut apporter que, in fine, du bon à nos sociétés. Mais voilà, faut voir un petit peu plus loin que la fin du mois, effectivement, pour voir ça. Oui, parce que ce sujet de transition, finalement, comme tu le disais, il n'est pas lié qu'aux océans, parce qu'en fait, on a les mêmes discussions avec les éleveurs bovins, par exemple. On dit, une des recommandations pour le climat, c'est peut-être de consommer un petit peu moins de viande, mais si on consomme moins de viande, ceux qui produisent la viande, forcément, vont subir les conséquences économiques. C'est pas un peu moins de viande, c'est beaucoup moins de viande. Et beaucoup moins de poissons aussi, du coup. Et beaucoup moins de poissons. J'en parlais avec une collègue. Alors, elle disait, il ne faut pas complètement supprimer, mais si on consommait de la viande une fois par semaine et du poisson une fois par semaine, ça pourrait aller. Mais c'est ça, les ordres de grandeur. Donc, on en est très loin, vous voyez. On en est très loin. La plupart des gens consomment de la viande plusieurs fois par semaine. Non, ça, c'est clair. Donc, et donc, du coup, aider à la transition. Et moi aussi. Je veux dire, j'en fais partie. Alors que je suis complètement concernée. C'est très difficile. Parce qu'au début, cette transition, c'est une privation. Au début. C'est une privation parce que c'est devenu une habitude. Ce qu'il faut créer, c'est de nouvelles habitudes. Mais c'est ça. Donc, c'est pas facile. Et du coup, si on se projetait sur un futur où... d'abord, est-ce que c'est possible de revenir dans un monde stable où c'est très compliqué, et si on se projette, qu'est-ce que ça peut nous amener de positif pour nous permettre de nous mettre en mouvement et de prendre les petites actions. D'accord. Déjà, ce qu'il faut savoir, la mauvaise nouvelle, c'est que le monde qu'on a quitté, on ne va pas le retrouver. Là, et ça, c'est vraiment des résultats scientifiques. C'est-à-dire qu'en particulier au niveau du climat, on va pas... Enfin, quand je dis on ne va pas le retrouver, c'est qu'on ne va pas le retrouver dans les centaines d'années à venir. Va falloir plus de 1000 ans pour arriver à récupérer l'état qu'on a connu. Et donc, ça, c'est une chose. Maintenant, ce qu'il faut, c'est essayer de s'en éloigner le moins possible. Et ça, c'est encore possible, parce que plus on fait d'efforts, moins on s'en éloigne. C'est vraiment une question de distance. C'est pour ça qu'on en parlait au tout début. Chaque effort compte. Chaque effort compte, parce que chaque effort permet de moins s'éloigner de cet état d'équilibre. J'ai perdu un peu le fil de ta question. Vas-y. Du coup, j'essaie de dire qu'on pouvait se projeter vers
Ah oui, oui. Alors, c'est vrai que moi, ce que j'aime bien pour me projeter dans le futur, c'est me projeter dans le passé. Parce que c'est un réflexe, je dirais, de climatologue. C'est que pour essayer d'anticiper le climat du futur, on regarde les climats du passé, etc. Donc, on peut regarder quelles étaient les pressions humaines avant que ça commence à devenir catastrophique, c'est-à-dire au début de l'ère industrielle. Mais là, on est bloqué par une chose, c'est que la population, elle n'était pas du tout la même. Donc, il y a un enjeu aujourd'hui, c'est que on arrive à une planète qui est très peuplée, et les personnes, non seulement elle est très peuplée, mais en plus, la plupart des gens qui sont sur Terre, c'est pas eux qui dégradent la planète. C'est pas parce qu'on est peuplé qu'on dégrade la planète, c'est parce qu'il y a une partie de la civilisation qui a abouti à créer de plus en plus de richesses, de choses dont on a envie, qui font envie à ceux qui ne les ont pas. Donc il y a une espèce d'effet et potentiellement boule de neige d'avoir beaucoup plus de dégradation quand les gens qui aujourd'hui n'en ont pas les moyens pourront avoir accès la voiture. Voilà, donc ça c'est un énorme risque. Et donc on ne peut pas complètement se projeter en arrière parce qu'on doit gérer la sécurité alimentaire de la planète, la sécurité climatique, la sécurité sanitaire et la sécurité géopolitique. Parce qu'évidemment, tout ça, ça accroît les inégalités et donc ça génère des instabilités au niveau géopolitique. Donc, effectivement, il faut résoudre ces enjeux. Quand on parle de l'océan, c'est aussi arriver à à conserver la paix, en fait, quelque part. Alors, comment y arriver ? Les Nations Unies ont défini les objectifs de développement durable, qui étaient quand même une bonne piste, parce que dans ces objectifs qui sont disponibles pour tout le monde, alors l'ODD 14, le 14e, ça concerne l'océan, mais vous en avez un sur le climat, l'égalité des genres, l'eau douce, etc. Et là, vous avez quand même toutes les voies, toutes les pistes de réflexion qui ont commencé à être mises en place pour savoir ce qu'il faut préserver. Donc la solution, je dirais, la voie, elle a été bien pensée, bien rationalisée, de manière collective. Et maintenant, il faut un effet d'entraînement pour changer les habitudes. Pour changer les habitudes, pour aller vers ce développement durable qui permettra à l'homme, à l'humanité, de vivre avec tout le monde dans des bonnes conditions. Ouais. Ça, il y a peut-être une bonne nouvelle par rapport à ça, puisqu'il y a si l'homme n'aime pas le changement, on a l'impression que parfois il ressemble à un mouton, donc il aime bien suivre des tendances. Et donc il y a beaucoup d'études qui montrent que finalement, s'il y a une petite partie, proportionnellement une petite partie de la population qui commence à aller dans cette direction-là, il y a un effet de suivi qui fait que les gens qui au début ne voulaient pas changer changent parce que on suit les tendances. Donc là, peut-être qu'en sensibilisant de plus en plus de plus en plus de personnes et d'associations et le monde politique et le monde des entreprises, il peut avoir un effet de mener les autres vers ce changement. Donc ça, je pense que ça peut être assez oui, alors positif, ça, ouais. moi je compte sur vous. Je dis vous parce qu'il y a toute l'équipe là derrière. Ouais. Mais c'est un peu votre initiative, donc c'est vraiment fantastique. Donc bravo déjà. Parce que je pense que c'est effectivement important de. D'abord, moi je trouve que ce qui est important, c'est de donner les faits scientifiques et de manière correcte, parce qu'on entend beaucoup de vrai et de faux, etc. Donc donner les vrais faits et se cantonner aux faits. Et je pense qu'à partir du moment où les gens comprennent les faits, ils comprennent les enjeux. Et après, il faut effectivement cet effet d'entraînement. Il faut donner des exemples qui soient attractifs. Pour l'instant, moi, j'en vois pas beaucoup. Et je pense qu'il faut des règles. Il faut des règles quand même un peu contraignantes. Moi, je prends souvent l'exemple, quand je parle de ce projet-ci, du permis de conduire. Donc, ça a fait avérer scientifique qu'en mettant sa ceinture de sécurité, en limitant la vitesse en ville, en limitant la vitesse sur les autoroutes, qu'il y a moins de morts. Et l'idée, c'est d'expliquer finalement c'est quoi les règles de la planète.
les règles scientifiques. Mais le problème, c'est l'équité. C'est que on est dans un monde qui n'est pas équitable. Donc ça, c'est le point de départ. Donc à partir du moment où on met des règles et on met des contraintes, ça touche souvent plus fort ceux qui déjà sont pas privilégiés. Donc le problème de ces questions de transition, c'est qu'il faut vraiment, mettre la question de l'équité sur le devant de la scène quand on prend les décisions, sinon ça peut pas marcher. Et ça, c'est un enjeu qui est difficile. Et pour la ceinture de sécurité, vous n'aviez pas cette question-là. Parce que la ceinture de sécurité... tout le monde y a accès. Voilà. Ouais. Donc là, il y a une difficulté supplémentaire, c'est celle-là. C'est ça qui a fait le mouvement des Gilets jaunes, c'est ça qui a fait que la taxe carbone n'allait jamais passer et tout ça. C'est ces questions d'équité. Et puis les questions d'équité à l'intérieur... Là, on parle des questions d'équité à l'intérieur d'un pays. Puis il y a aussi la question d'équité au niveau international. C'est-à-dire que les gros pollueurs, c'est les pays développés qui ont bénéficié de toutes les ressources de la planète de manière disproportionnée par rapport aux pays les moins avancés. Et maintenant, on demande à tout le monde de faire des efforts. C'est-à-dire, on leur dit, ben voilà, moi, je me suis bien amusée et toi, tu vas pas le faire. Donc ça aussi, et avec des populations qui sont en essor, des pays qui sont en développement, qui commencent à avoir accès à ces désirs dont on leur a donné l'exemple. L'exemple, c'est pas seulement au niveau de la famille, c'est aussi au niveau international. Donc il y a ces vraies questions à l'échelle internationale aussi d'équité. Je pense qu'effectivement, il y a une grosse inconnue pour les années à venir. Est-ce que cet effet d'entraînement et de bascule va se produire ou pas ? Moi, je pense que la question est ouverte. Je pense que c'est possible que ça ait lieu. Et donc, je pense que déjà, on peut garder l'espoir parce que c'est possible. Et puis, je pense que c'est aussi possible que ça n'ait pas lieu et qu'on échoue. Et voilà, je pense qu'on est vraiment dans cet équilibre fragile entre ces deux possibles. J'aimerais bien être une petite souris qui voyage dans le temps pour voir... en 2300, comment est l'état de la planète et si on s'en est sorti ou pas. Et franchement, c'est pas gagné, mais c'est pas impossible. C'est pour ça qu'on se mobilise. Merci Marina pour ton temps et à très bientôt. Merci beaucoup Loïc pour cette invitation et pour cet échange. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si vous voulez approfondir le sujet, on vous met des infos et des ressources en description. Pour nous aider, il y a vraiment une chose à faire. Abonnez-vous. Merci et à très vite pour la suite.